Merci beaucoup et merci aussi aux organisateurs, organisatrices de cette rencontre. Donc, je vais vous amener un peu vers une autre ère culturelle sur l'Amérique latine, ce cas en particulier, et cette littérature contemporaine en Amérique centrale qui vient après des longs conflits armés qu'on a eu pendant les années 60, 70, 80 selon les pays. Donc Horacio Castellanos Moya, écrivain salvadorien, est aujourd'hui l'un des écrivains centra-américains le plus reconnu en dehors de sa région. Les traductions de ses romans en français, en anglais, pour donner quelques exemples, paraissent rapidement et leur diffusion est considérable. Il faut pourtant dire que ce n'est pas le cas pour la plupart des écrivains centra-américains, même pour le contexte latino-américain. Donc il y a souvent un problème de diffusion, on les retrouve difficilement. Son œuvre, amplement lue et étudiée dans les contextes universitaires américains et européens, est souvent classée dans les productions littéraires de l'après-guerre en Amérique centrale, marquée par une esthétique de désenchantement ou par un travail de la mémoire récente, à travers la fiction. Cependant, lorsque nous nous intéressons de près aux personnages des romans et aux situations décrites dans cette production, nous apercevons rapidement aussi qu'il y a une caractérisation particulière de la masculinité, de la formation des garçons et des jeunes hommes, traversée souvent par une forte violence dans la contrainte masculiniste, accrue par le contexte extrême de la guerre civile. Cela nous conduit vers un questionnement sur les réflexions et les représentations de la masculinité dans l'œuvre de Castellanos Moya, justement en rapport avec une histoire récente en Amérique centrale et les conflits armés qui ont mis la région à feu et à sang depuis les années 60 jusqu'au milieu des années 90. La force répressive des armées ainsi que la virulence des affrontements ont privilégié une série d'images et de représentations des corps masculins liés d'abord à l'idée de nation, de lutte, ensuite des luttes et des forces viriles. Néanmoins, avec la signature des accords de paix dans les années 90, l'espoir de renouveau se répand et les processus de réconciliation tentent de se mettre en marche. Et c'est à partir de là que nous pouvons nous demander ce qu'il y en est de tous ces jeunes hommes formés pendant la guerre, des enfants enrôlés de force ou de militaires professionnels aussi entraînés dans la violence de la guerre civile. À ce sujet, le roman L'homme en armes, paru en 2001, nous plonge dans une vision diachronique de l'après-guerre au Salvador, à partir de la parole de son protagoniste, un militaire démobilisé qui se retrouve au chômage suite à la signature des accords de paix. Il n'hésite pas à se trouver une place, ou tenter de trouver une place du côté du crime dans cette société cassée et fortement inégalitaire. Donc le roman raconte à la première personne ce processus d'adaptation, de redevenir civil après la guerre, dans un contexte très compliqué. Et donc en prenant comme exemple l'homme en armes, et plus particulièrement son personnage principal, nous demanderons de quelle manière sont reconfigurées ou négociées les masculinités pendant l'après-guerre, pour savoir comment les hommes justement s'engagent dans ces lieux qui impliquent les rapports de genre, et des conditions de violence, inévitablement. Finalement, quelles seraient les représentations les plus importantes qui ressortent dans le texte littéraire ? Donc je voudrais commencer par une citation de l'auteur concernant les phénomènes de violence récentes en Amérique latine de manière générale. Donc il dit « Voilà une situation insolite à laquelle certains d'entre nous, écrivains latino-américains, devons faire face. La réalité de la violence criminelle qui nuit à nos sociétés est d'une telle ampleur que nos œuvres de fiction semblent conservatrices et dérisoires face aux faits divers des journaux. » D'après l'auteur, en Amérique latine, la réalité dépasse largement la fiction en ce qui concerne l'imagination ou même l'originalité au moment de perpétrer un crime. Les écrivains lisent souvent des histoires invraisemblables dans les journaux, des récits de terreur et de deuil, donc il n'y a même pas besoin vraiment de littérature pour tout ça. Donc l'homme en armes est justement au centre de cette problématique dans la mesure où il y a de la part de l'écrivain une recherche approfondie dans une époque d'importante transformation dans le pays, c'est-à-dire la transition vers la paix.
Or, il constate une longue histoire de violence qui prend des formes diverses, qui se transforment et qui coexistent avec la peur, la domination, la violence politique, le racisme, le machisme, etc. C'est-à-dire que ce roman, c'est justement la manière dont la violence se transforme, qui est toujours là, mais qui prend d'autres formes différentes. Et lui-même, il l'appelle la violence recyclée. Donc la violence de la guerre civile qui prend d'autres formes après. Donc la diégèse est organisée donc pour retrouver une parole qui se veut exceptionnelle, car c'est la version des faits d'un mercenaire. Robocop, surnom du protagoniste, s'exprime à la première personne pour nous raconter de quelle manière il se retrouvait expulsé de sa position de force, de sa position forte dans un système répressif. Même si le lecteur ne comprend qu'à la fin du roman comment cette parole a été recueillie. Donc je cite le roman. Les gars du peloton m'appelaient Robocop. Je fais partie du bataillon à Kawapa, des troupes d'assaut. Mais la guerre finie, on m'a démobilisé. Alors, je me suis retrouvé comme l'oiseau sur la branche. À moi, je n'avais que 2 fusils AK-47, un M16, une douzaine de chargeurs, 8 grenades à fragmentation, mon pistolet 9 mm et un chèque équivalent à 3 mois de salaire qu'on m'a donné comme indemnité. Le roman prend donc la forme d'un récit autobiographique, une écriture de soi qui essaie d'expliquer avec un style simple et direct le déroulement des événements après la fin de la guerre civile. Robocop ne rentre pas dans le détail ou la description psychologique ou émotionnelle. Il reste dans les faits comme s'il répondait à une demande concrète. C'est le cas également pour sa formation et sa jeunesse, pour lesquelles les informations données sont réduites. Donc, je cite, « Je ne suis pas un paysan mal dégrossi, et, comme la majeure partie de la troupe. Je suis né à Ilopango, un quartier pauvre, mais dans la capitale. Je suis allé à l'école jusqu'en 3e. Je suis remarquable par autre chose que ma taille et ma corpulence. » Il est important de signaler que le protagoniste a grandi avec le conflit. Son enfance et adolescence ont baigné dans la lutte armée et ont été stoppés par le recrutement de forces dans son camp ou dans un camp ou dans l'autre. Donc c'est sa particularité, il passe d'un côté ou dans l'autre. Comme tant de jeunes soldats salvadoriens à cette époque-là. Sa vision froide et pratique de la mort prend origine certainement dans cette injonction de tuer ou se faire tuer. Dès le début du roman, nous pouvons remarquer 2 éléments essentiels à la construction du personnage. Tout d'abord, il a un physique exceptionnel qui a fait qu'on le remarque rapidement étant jeune pour rejoindre l'armée. Sa corpulence et sa force font de lui une sorte de machine à tuer qui excelle pendant les affrontements. Deuxièmement, il souhaite constamment se séparer d'une image de force virile peu éclairée. Sa différence se trouve donc aussi bien dans sa force, son intelligence et sa réflexion stratégique. En somme, il s'agit d'un surhomme reconnu par ses pairs et valorisé comme tel. Or, ces traits avantageux ne lui ont pas épargné la démobilisation et l'urgence de se trouver d'autres moyens de subsistance. C'est justement sur ce point que l'on retrouve l'un des questionnements essentiels du roman. Comment construit-on l'après-guerre dans un pays meurtri et quels moyens sont donnés pour stopper la culture de la violence et du machisme nourri pendant des décennies. La parole de Robocop démontre l'échec de cette transition et la manière dont la violence militaire et politique se transforme en violence quotidienne, meurtre, braquage, narcotrafic, etc. Donc nous allons nous intéresser maintenant plus particulièrement à la manière dont le personnage protagoniste donne une image de lui et s'identifie avec une série de caractéristiques liées à une certaine représentation de la masculinité et son lien avec la violence. Pour cela, il est indispensable de revenir sur la structuration narrative du récit, c'est-à-dire l'obligation de raconter son histoire. Pourquoi Robocop, un mercenaire qui s'exprime rarement, il se déclare pas bavard, décide de prendre la parole et raconter son histoire. Après avoir été capturé par la police antidrogue et emmené aux États-Unis, il se retrouve face à un agent de la DEA qui le contraint à parler. Robocop doit donc livrer son récit afin de trouver un accord. Le dernier coup organisé par le cartel de la drogue qu'il a embauché s'est soldé par un échec. Donc Robocop a été grièvement blessé à la tête par un éclat d'obus et doit être soigné. Donc c'est l'agent qui lui dit
citation est là, le contrat est le suivant. Moi, je leur racontais tout ce que je savais et en échange, eux me faisaient un nouveau visage, nouvelle identité et me transformeraient en agent pour opération spéciale à disposition en Amérique centrale. C'est donc à la fin du récit que la stratégie narrative prend tout son sens. Le protagoniste témoigne, il s'explique sur le fonctionnement corrompu du système et sur ses actes. Ses actes seulement après la guerre. Il ne parle jamais de ce qui a été fait avant. Et, donc, cette sorte de confession intime doit lui permettre une nouvelle transformation, cette fois pour être reconstruit et ressembler d'autant plus au personnage fictif évoqué par son surnom. Donc, je cite, mais je devais prendre ma décision tout de suite, où j'acceptais, où il me mettait dans un avion à destination de San Salvador pour que je pourrisse en prison. C'est ta chance de devenir un vrai Robocop, m'a dit Johnny. Et il se levait souriant. C'est la dernière phrase du roman. Donc nous considérons que cette hyper-masculinité ou hyper-virilité comme la glorification de toute une série de traits caractéristiques considérés comme attributs du masculin, tels que la force physique, l'agression, l'évitement des sentiments, la domination des femmes, etc., jusqu'à construire une sorte de stéréotype, voire des caricatures des valeurs de la virilité. Donc c'est cette idée, ou de cette manière-là qu'on a compris le terme. Cette hypermasculinité du protagoniste est constamment marquée par des stratégies narratives différentes. Tout d'abord par son discours, puis par son surnom et caractérisation, et ensuite par la description de ses faits d'armes. Le personnage principal est construit à partir de son propre témoignage. Son style direct et concis ne lui permet pas de rentrer dans la description psychologique et surtout pas l'expression des sentiments. Mais sa supériorité reste toujours évidente. Donc, je cite, « Les gars du peloton m'appelaient Robocop, mais dans mon dos. Devant moi, ils devaient se mettre au garde à vous et me dire « sergent ». Et pas uniquement parce que c'était moi le chef, mais parce qu'aucun d'entre eux ne m'avait été supérieur en tactique et en intelligence. » Sa formation et sa jeunesse pendant la guerre ont durci son caractère jusqu'à être complètement détaché de sa famille ou d'autres sortes de liens. L'agression chez Robocop, c'est également une survie. Nous avons un exemple lorsque sa mère et sa sœur viennent lui demander ses services pour tuer son propre père. Donc, je cite, « Nous avons trouvé ton père, a dit ma mère. Il vivait à Los Angeles. Elles étaient tombées sur lui par hasard. Nous voulons que tu le supprimes, dit Elsa. Combien ai-je demandé? Combien quoi? Réagit ma sœur. Combien vous allez me payer? Ai-je dit. Donc sa relation avec les femmes relève de la même caractérisation. Pas d'attachement ni de sentiment, utilisation à des fins pratiques et puis élimination si besoin. C'est le cas de Vilma, prostituée fréquentée par Robocop, qui commençait à poser trop de questions concernant les activités du protagoniste. Il accepte de parler de ses missions et donne des détails sur les interventions réalisées. Cependant, le prix à payer lorsque l'on en sait trop, c'est avec la vie. Et donc, je cite, « Mais j'étais de nouveau en forme. Elle m'a sucé, puis s'est mise sur le dos, ouverte. Ces mouvements ont constitué une récompense pour toute cette confiance que j'avais en elle. Plus tard, après m'être rendu aux toilettes, alors qu'elle dormait allongée sur le ventre, je lui ai fait un trou dans le dos. » Le trait le plus important qui détermine, à notre sens, les effets du contexte de guerre civile sur la construction de la masculinité chez le protagoniste, c'est son identification avec une sorte de machine à tuer, un cyborg dépourvu de sentiments et capable d'être reprogrammé à souhait. Le mélange homme-machine représente la métaphore parfaite de l'hypermasculinité en tant que glorification de la force et de la violence dans la mesure où ces caractéristiques sont poussées jusqu'à l'extrême. Dans son étude sur la masculinité dans le cinéma de science-fiction des années 80, Marianne Carvergne analyse une série de films, dont la saga Robocop, pour comprendre les représentations d'une hypermasculinité en tant que fantaisie d'omnipotence, d'héroïsme et de salvation de leur époque. Dans ce cas, le corps masculin non seulement est célébré dans ses caractères virils, mais il est le modèle rêvé d'invulnérabilité.
L'image du cyborg et sa présence forte est indispensable dans la caractérisation du personnage principal. Et c'est justement l'imaginaire populaire de ces films qui justifie le surnom du protagoniste. Il y a donc une identification directe entre l'invulnérabilité de la machine, la force et l'absence des sentiments entre les deux personnages. Identification qui est faite déjà dans le titre comme paratexte, car l'homme en arme, ou l'arme dans l'homme, qui est le titre traduit directement en espagnol, fait également référence à cette sorte de symbiose qui fait de l'homme une machine à tuer. Nous constations cette idée dans la sensation que Robocop exprime lorsqu'il retrouve son fusil. Donc, une fois le fusil entre les mains, entre-temps, en suivant les ordres, je commençais à me réchauffer. Je parvenais enfin à redevenir ce que j'avais désiré être. C'est là qu'a commencé ma deuxième vie militaire, avec des entraînements physiques, des exercices de tir, des rondes de surveillance, de défense, des manœuvres de repli. Donc, il est indispensable pour nous d'approfondir l'imaginaire populaire lié aux films de science-fiction et dans ce cas particulier les représentations de Robocop. Car il s'agit aussi bien dans les films que dans le roman de Castellano de Moya d'une manifestation exacerbée de la masculinité en tant que figure modèle de force. Il est évident que dans les films, les cyborgs travaillent pour la police dans le but de rétablir l'ordre, alors que le protagoniste du roman passe d'un camp à l'autre selon ses convenances. Tout comme la figure du mercenaire, qui sert aussi dès le début d'épigraphe pour le roman, dans un poème d'Archiloque de Paros, qui s'appelle « Un mercenaire », et qui dit « En ma lance est mon pain pétri, en ma lance est mon vin d'Ismaros ». Donc Carvergne signale aussi un élément très important dans l'analyse de films de science-fiction. Il s'agit de la dichotomie entre vulnérabilité et invulnérabilité de ce personnage, surhomme. D'après elle, le film de Robocop insiste constamment sur cette dualité qui les représente en même temps comme une victime. Donc, je cite Carvergne, elle dit « Étant en même temps un héros hypermasculin et une victime qui souffre, Robocop peut donc être vu comme un personnage mélodramatique, un des très nombreux male victim heroes, dont le corps fort hypermasculin ne doivent pas éclipser les moments mélodramatiques du pathos masculin. En effet, le mélodrame et la victimisation du héros le replacent dans une position de minorité et lui donnent une autorité morale associée traditionnellement dans le mélodrame à celle des Noirs ou des femmes. » Fin de la citation. Donc pourrions-nous faire le même parallèle entre le héros hyper masculin et la victimisation dans le roman de Castellano de Moya? À notre sens, il s'agirait d'une comparaison très pertinente qui est construite dans le roman, principalement à partir de deux stratégies narratives. La première se centre sur la caractérisation du personnage comme une victime du conflit armé, c'est-à-dire que Robocop a grandi dans la violence du conflit et la pauvreté. Ensuite, il a été utilisé par l'armée, puis jeté par le système sans aucune compensation d'autre que les armes qu'il a pu dérober. La deuxième stratégie, plus structurelle, consiste à donner la parole à Robocop en utilisant le même type de discours que les victimes témoins. Il prend la parole tel un subalterne qui s'exprime pour survivre. Les récits de témoignages en Amérique centrale ont pris un essor considérable depuis les années 60, typiquement des groupes communistes, des femmes guerrilleras ou des indigènes, dans un tournant politique essentiel du conflit. Le roman donne donc une parole au bourreau en prenant la forme typique d'un témoignage des victimes du conflit. Donc dans le cas de la littérature, c'est assez clair parce qu'il y a toute une production très importante qui prend exactement la même forme de discours. Finalement, nous pouvons voir aussi le personnage comme une sorte de conséquence de cette construction hyper masculine du corps et de l'esprit du héros. Même si Robocop ne tente pas de se justifier ou de se positionner lui-même en tant que victime, ce niveau de lecture devient tout à fait possible. Néanmoins, les implications politiques de cette interprétation placent le protagoniste hypermasculin hétérosexuel dans une position de victime à cause des effets pervers de la guerre dans le corps des hommes et la violence du système qui broie ses soldats. Donc, comme nous avons pu le voir, le roman de Castellano de Moya présente une grande complexité dans la construction du personnage comme héros hypermasculin
car la part de glorification des caractéristiques viriles de force des violences extrêmes sont également le produit d'un système encore plus meurtrier dans le cas du Salvador, qui est une dizaine d'années de conflits armés, peur, répression militaire. La victimisation du mercenaire de par son histoire personnelle et le contexte dans lequel il s'est développé peut facilement nous faire perdre de vue le caractère de violence extrême de ses actions, ainsi que le rôle d'une normalisation de la masculinité hégémonique poussée à l'extrême. Donc à la fin du roman, Robocop accepte le contrat proposé par l'agent fédéral. Il donne sa parole en échange d'une reconstruction, changement des camps une fois encore. Or, ces attributs de l'hypermasculinité sont nouvellement glorifiés. Merci beaucoup.